La yourte, c'est un chemin d'initiation, donc pour moi en tout cas. C'est un chemin d'apprentissage pour retrouver le contact avec cette nature que nous avons distanciée par la science, la technique. Donc la retrouver, mais la retrouver avec son intimité, avec son âme, avec son intériorité. Et faire le lien, voilà. Et cette rencontre a été déterminante parce que j'ai compris que là, je pouvais réaliser une résilience par rapport à moi, mon vécu arrière qui était quand même assez douloureux, un vécu d'épreuve, et donc une résilience avec tout ce que ça portait d'artistique en même temps et de spirituel. Et en même temps, évidemment, de politique, puisque c'était, j'en voulais en faire ma propre maison. Politique dans le sens de se réapproprier la construction non seulement de soi, mais aussi de son abri vital, puisque j'avais décidé très vite d'en faire ma propre maison. Oui, la yourte, pour moi, c'est vraiment féminin. C'est le rapport au féminin. D'abord parce que c'est rond, parce que c'est intime, parce que le cercle est là tout le temps. Le cercle est là au sol, mais le cercle est là aussi cosmiquement, on va dire, là, dans le toit. Ce féminin, je l'ai ressenti tout de suite quand j'ai rencontré la yourte. Et ensuite, je l'ai développé par la fabrication. C'est-à-dire que ce qui est féminin, c'est utiliser les matériaux simples, non encombrants, non spécialisés, non techniques. Si c'est la femme qui veut réaliser sa maison, c'est pas une spécialiste, c'est quelqu'un qui touche un petit peu à tout dans sa vie, qui touche au domestique, qui sait faire beaucoup de choses, mais qui n'est pas une spécialiste patentée sur une technique particulière. Donc là, la yourte, il était possible de la prendre en charge par soi-même. Moi, j'étais, c'est vrai, un peu couturière, pas du tout menuisier. Et je me suis dit que ces perches, ça n'a pas l'air trop compliqué. Du bois, il y en a à la forêt, je peux aller le chercher. C'était accessible. Voilà, c'était totalement accessible de prendre un morceau de bois dans la forêt, de l'aiguiser, de tailler un peu ce qui sortait de partout et puis d'en faire des perches. C'est ça que j'appelle être féminin, c'est-à-dire qu'on ne sort pas de la maison, on n'est pas obligé d'aller dans des formations professionnelles compliquées, payantes, pour accéder à un savoir. Et tant pis si c'est pas très bien fait, tant pis si c'est pas au niveau, tant pis si le plancher n'est pas tout à fait droit. L'important, c'est que ça tienne. Et j'ai eu la chance que ça a toujours tenu et ça continue à tenir. Donc là, vous voyez ce fameux lien de compression. Je l'ai attaché donc à une sorte de poignée que j'ai attaché donc à la petite fenêtre. Il est très tendu et il soutient ce treillis. Ce treillis, donc, lui, à ses intersections, il reçoit la perche qui est attachée avec uniquement des liens. Tout tient non pas par la force, mais par la souplesse. C'est-à-dire que tout est tenu par des liens. Le treillis en lui-même, il est tenu aussi par des liens. De la ficelle en fait. Voilà. Ici, vous avez de la ficelle. Il n'y a pas de morceau de fer. Voilà. Il y a des perles en bois, etc. Mais tout tient par la souplesse du lien en fait. En fait, la yourte, c'est un peu comme un bateau. Donc là, je suis en train de fermer... parce qu'il y a un peu de vent aujourd'hui. Voilà. Donc on passe pas mal de temps à ouvrir, fermer. Ça m'est arrivé de passer une nuit entière à tenir mes liens. Ça m'a appris quand même à stabiliser ma yourte après des tempêtes, quoi. Alors, maintenant, je sais que ça bouge plus, il y a des pierres, etc. Et puis ici, il n'y a pas beaucoup de vent. Mais voilà, la toile, c'est ça, c'est vraiment une tente, quoi. On est pris dans les éléments, dans le vent, la pluie, on entend tout. Donc moi je sais que maintenant je suis hors eau depuis quand même pas mal de temps et j'ai plus du tout d'infiltration à l'intérieur. Voilà. La yourte est dans un vide juridique, donc c'est vrai que pour les précurseurs ça a été relativement facile. Maintenant, le succès de la yourte fait qu'il y a des problèmes d'installation, c'est normal. Il y a aussi une marchandisation de la yourte, évidemment, une récupération par le système capitaliste de cet objet d'art vernaculaire. Il y a quand même une différence entre la petite yourte tente telle que celle que vous voyez ici et puis les yourtes beaucoup plus sophistiquées qui sont faites maintenant par des marchands avec qui il faut des camions pour monter la yourte, qui sont plus des chalets ronds et qui, à mon avis, c'est légitime qu'elles rentrent dans le code de l'urbanisme et qu'elles soient soumises à des autorisations administratives.
Ce qui n'est pas le cas pour des simples tentes, et j'espère qu'on va pouvoir quand même continuer à dépendre de la législation du camping, qui est une des législations les plus cool, disons, d'Europe. On est vraiment dans une remise en question politique de l'urbanisme, avec non pas une invasion des zones naturelles et des zones agricoles, mais une remise en question de comment est-ce qu'on cultive, de comment est-ce qu'on pratique l'autosubsistance, comment est-ce qu'on habite. Voilà, c'est une véritable remise en question. Alors, s'intégrer dans le code de l'urbanisme, là, c'est peut-être un petit peu précoce. Moi, je pense que c'est un petit peu trop tôt pour dire que ça va permettre la suite, quoi. Et puis surtout de permettre des installations plus populaires, plus simples. Voilà. Moi, je suis une amoureuse donc, de ces couleurs magnifiques. À chaque saison, chaque jour, ça change, sous la lune, sous les étoiles, sous le soleil. Et du coup, je me prends un peu au jeu, j'en mets un peu partout parce que pour moi, ça c'est la gaieté, c'est la joie, quoi. Le drapeau au milieu du vert, au niveau des fougères, c'est, je rigole avec la vie, je suis dans le bonheur, quoi. Voilà, il y a ce vent, il y a cette, ça parle, c'est. Pour, ce que j'appelle donc la chapelle du Micocoulier. Donc j'ai pas de religion, hein, je veux dire, bon voilà, ma religion c'est mon intériorité, c'est la nature, c'est la beauté, c'est la couleur, mais c'est devenu une sorte de chapelle. Le vent joue encore dans les couleurs et ça a une forme un peu tipi, etc. C'est du land art complètement spontané, j'ai pas de réflexion de volonté primaire, ça vient au fur et à mesure de ce que je vis en fait, hein, de ce qui se présente. Pareil pour ce nid, parce que ça c'est un nid donc fait avec des morceaux de châtaignier, pareil, qui ont été massacrés dans la forêt. J'ai pas pu m'empêcher de dire bon, ben, je vais leur faire une note funèbre. J'ai fait l'ordre funèbre et puis j'ai mis des petits nids. Donc c'est ma façon de travailler le land art. Donc ça voilà, c'est aussi du land art, hein. J'ai récupéré un vieux drap. Et puis cette petite terre là, c'est les résidus de cette bûche qui est là-bas, qui a été grattée par un blaireau. Il cherche les vers à l'intérieur des bois un peu pourris et ça génère une sorte de crème, de poussière. Donc j'ai utilisé cette poussière comme on utilise une peinture, de couleurs, sur une vieille nappe. Ça a vécu juste le temps que je le fasse. Et là, ça y est, il est fini, donc je renvoie le soleil à l'univers et c'est fini. Donc je vais l'arrêter. Quand on se balade, on voit des choses merveilleuses et c'est pareil, ça disparaît. À chaque balade, on trouve d'autres choses. L'artiste du land art, c'est un peu la même chose. Il n'y a pas d'accumulation, on ne peut pas accumuler ses œuvres. C'est pour ça que je trouve que le land art, c'est un art qui est alternatif en fait. Voilà. Donc là, c'est la future cuisine. Donc ça sera un tipi. Donc je suis en train de faire les perches en ce moment. C'est quand même des perches qui sont hautes. Je les récupère sur mon terrain ou alentour. Et donc je suis en train de coudre à mon atelier couture une toile dans laquelle je vais incorporer des mosaïques transparentes pour que la lumière puisse encore jouer, se refléter à l'intérieur et que ça soit un enivrement perpétuel au niveau de la lumière, parce que la lumière se lève là le matin, le soir elle arrive par là, donc en fonction de ça je vais pouvoir la filtrer. Voilà. Là vous avez une petite idée donc, du travail que m'a demandé ce terrain qui était totalement embroussaillé, donc quand je suis arrivée il a fallu quand même que je puisse passer. Donc j'ai utilisé pas mal de gants et les gants que j'ai récupérés, ils sont là. C'est pas que j'y suis attachée, mais je trouvais ça rigolo. Une perche de tipi. Donc là, ça c'est un outil que j'aime bien, c'est une plane, ça écorce.
C'est le premier outil que je connaissais pas, que j'ai appris à manipuler quand j'ai commencé les yourtes en 95. Je découvre quand j'ouvre un arbre, que j'abats un petit arbre, eh ben, quand je l'épluche, je découvre la texture du bois et j'ai toujours beaucoup d'émotions à toucher la sève. Voilà. Donc celui-là, je l'ai abattu il y a 2-3 jours, donc il est bien frais et luisant, bien luisant. Bah, vous me dites, hein, la question... La question c'est, est-ce que c'est un travail de femme? Alors, bah, c'est un travail de femme, oui, c'est de l'épluchage. C'est pas compliqué, puis ça demande même pas beaucoup de force physique. Hein. Non, je trouve ça plutôt agréable et facile à faire. On a des perches assez vite. Bon, de temps en temps, je prends la petite hache pour enlever les nœuds là. Mais je vais vous dire, non, je préfère le faire toute seule. Hein. Les mecs, quand ils arrivent, ils savent tout et ils vous expliquent tout, comment il faut faire. Il faut avoir un niveau, il faut tout calculer. Alors ça vous prend déjà 3 heures, rien que pour que vous compreniez ce que vous avez déjà compris en 30 secondes. Et puis après, ils le font à votre place. Alors c'est bon, je ne veux pas d'homme là, merci sur ce plan-là. Ni homme, ni spécialiste. Parce que mes yourtes, elles tiennent bien, voilà, je suis toujours arrivée à faire ce que je veux. Par moi-même, parce que justement, j'avais personne derrière moi pour revenir sur le boulot. Bon, ça m'est arrivé, hein, je vous l'avoue, ça m'est arrivé que je faisais un truc pendant la nuit, un plancher qui était peut-être un peu brinque-ballant. Pendant la nuit, il y avait un copain qui venait et il me le remettait à niveau. C'est pénible. Hein. C'est pénible. Moi, je préfère avoir un plancher qui n'est pas tout à fait de niveau, mais c'est moi qui l'ai fait, tant pis. Ah oui, salut Gilles. Ah, bien. T'arrives au moment où on parle des mecs. Oui, j'entendais. T'as entendu? Là, elle me... Ça va, c'était pas moi qui étais visé. Non, ce n'est pas toi. Non, je sais. Et tu sais qui c'est? Oh bah oui, c'est mon voisin. Bon. Bon. Bonjour. Gilles. Voilà. Oui. Donc non, c'est vrai, j'expliquais que là, j'avais pas besoin d'un homme pour éplucher un arbre. Même pour le tomber, enfin celui-là, je l'ai tombé toute seule et puis j'en tombe des comme ça quand même, à la scie, toute seule. Mais j'aime bien quand tu me viens le faire aussi quand même. Non, c'est vrai. Gilles, il m'aide. Et c'est vrai qu'il n'est pas chiant. Bon. Non, voilà. Donc du coup, non, c'est pas tout. Mais c'est vrai quand même, il y a souvent des hommes qui veulent tout de suite enseigner et montrer qu'ils savent mieux faire. Voilà. Donc moi, j'ai appris à me débrouiller toute seule. Voilà. Voir sur la femme, enfin de la servir ou un truc comme ça, par histoire culturelle et puis tout, depuis longtemps. Mais la femme aussi, elle a ça en elle, de se faire... Dominique. Ouais, mais c'est pas naturel, hein. Non, c'est culturel, mais c'est depuis... c'est une vieille histoire qui traîne depuis quelques générations. En fait, moi, je passais pour te poser la question, parce que je savais que tu allais faire cette conférence sur l'écoféminisme, Oui. ce que c'était... Bon, alors j'ai publié un article hier sur mon blog, qui est une introduction donc, à l'atelier que je vais faire mercredi, et qui résume, c'est vraiment un résumé, qui résume ce que c'est que l'écoféminisme en fait. Hein. C'est quand même un sujet prenant, quoi. Intéressant, prenant, et qui peut susciter beaucoup de questionnements et un vrai débat. Donc voilà, donc il faut du temps pour en parler. Bon, bah à bientôt Gilles alors. À bientôt. Au revoir. Ciao, ciao. L'écologie, c'est s'occuper de son écosystème, de l'environnement, et puis le féminisme, c'est l'émancipation de la femme. On ne peut pas séparer les deux. On analyse dans l'écoféminisme l'exploitation de la nature et l'exploitation de la femme comme étant de même nature. Nous, les écoféministes, nous considérons qu'il y a une connivence entre
la puissance de la nature et la puissance féminine, la puissance reproduction, la puissance de l'amour aussi, enfin toutes les puissances de ce qu'on appelle les valeurs féminines. Par exemple, au XVIIe siècle, la chasse aux sorcières a été vraiment le début d'une tentative pour assujettir la femme et l'exploiter et la maîtriser toutes ses puissances. Et à partir de là, donc, le développement de l'industrialisation, du consumérisme, du productivisme, donc le capitalisme. Et donc nous, on remet en question ce capitalisme, bien sûr, avec la décroissance, donc l'antiproductivisme, la notion du travail salarié, remettre en question ce féminisme qui a émancipé pas mal les femmes, mais qui en même temps a été quand même en collusion avec les valeurs capitalistes et libérales, ultralibérales. On pense que la réhabilitation, la revalorisation des valeurs féminines, et donc la réappropriation par les femmes de leurs propres valeurs, pourrait être une façon de pallier ce massacre sur la nature qui a lieu actuellement. On porte une réflexion assez profonde sur qu'est-ce qu'un nouveau féminisme pourrait remettre en question au niveau total de la façon de produire, de la façon de travailler, avec une remise en question de la dévalorisation donc des tâches ménagères, des tâches domestiques, des tâches intérieures, du soin. Il ne s'agirait plus de dire aux femmes délaissez vos maisons pour aller trouver l'égalité salariale avec les hommes, l'égalité de carrière, etc. Plutôt au contraire de dire aux hommes revenez dans les maisons et revenez dans dans la cessation d'un activisme effréné, justement pour arriver à des valeurs plus intériorisées, de façon à réfléchir sur ce qui est en train de se passer. Au niveau de la dilapidation des ressources actuelles qui nous mènent droit au mur. Oui, si je ne suis plus en attente de l'autre, d'une aventure, c'est parce que j'ai rencontré un autre. J'ai rencontré peut-être l'autre avec un grand A, qui est le vivant, ce que j'appelle le vivant ou le ravissant. Celui qui a la possibilité, cet espace, cet être, je ne sais pas, qui a la possibilité d'offrir le ravissement, la grâce. Et ça, ben, moi je l'ai trouvé dans la solitude, je ne l'ai pas trouvé avec d'autres personnes, voilà. Donc du coup, c'est vrai que j'ai cette recherche intérieure, cette recherche de solitude, qui a tendance à me détourner peut-être un peu du relationnel. Ça, je le comprends, oui. Plus le silence se fait et plus on entend des choses fines. Mais pas simplement des choses fines extérieures, hein, des choses très fines à l'intérieur de soi aussi. Qu'est-ce qui est fuir? La distraction, c'est fuir. La distraction avec le monde, en allant consommer du culturel partout, en se réfugiant dans les grandes réunions collectives. Mais non, se retrouver seul face à soi-même, c'est tout le contraire de la fuite. Au contraire, c'est accepter de se regarder et de s'accompagner soi-même.
Et j'ai l'impression que c'est tout le contraire qu'on nous propose dans la société. La valorisation aujourd'hui de la personne passe par l'accumulation, le capital rencontre, le capital culturel, etc. Donc quand on fait le vide et que justement on prend de la distance par rapport à cette capitalisation essentielle pour exister, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Donc il faut aller chercher loin au fond de soi ce qui est nécessaire pour construire une identité. C'est une solitude qui est difficile à atteindre, mais quand on s'en approche, on peut en découvrir toute la richesse. Mais c'est pas simple parce que moi-même je me suis rendu compte, et je me rends compte encore à certains moments, que dès qu'on a une petite trouille là qui se pointe, on a tendance à aller chercher à l'extérieur ce dont on a peur pour se protéger. Et en fait, moi, ma vraie découverte, c'est que plus je vais dans cette solitude et dans cette écoute de l'extérieur, dans cette écoute de l'intérieur, et plus je suis sécurisée en fait. Donc plus je trouve ma plus profonde sécurité. Donc du coup, j'ai de moins en moins envie de fuir à l'extérieur et donc de me distraire. Et quand je me retrouve dehors, dans les distractions, je m'ennuie. Je m'ennuie profondément parce que j'ai qu'une envie, c'est de revenir dans la yourte, mais dans tout ce que signifie la yourte, c'est-à-dire la richesse de l'intériorité et de la contemplation. C'est faire taire toute l'agitation. Alors il y a la méditation et puis il y a la contemplation pour ça. C'est deux choses vraiment différentes. La méditation, on se vide, on se nettoie, on se fait propre. Et puis quand on est propre, on va à la rencontre de son amoureux. Et voilà, et c'est la danse de l'amour après. La danse de l'amour, c'est dans la contemplation. Les gens ne se rendent pas compte que la simplicité, c'est beaucoup de travail. Ou alors peut-être qu'ils s'en rendent compte. Mais enfin bon, c'est quand même beaucoup de travail malgré tout, parce que voilà, moi j'ai pas d'eau ici, donc je récupère mon eau. Il faut pour la récupérer que mes cuves soient propres. Quand l'été est fini, il faut tout nettoyer. L'eau, ça s'entretient. Je suis d'accord de faire ce travail-là qui me demande plusieurs heures chaque jour, etc. Et pareil pour mon bois. Je fais mon bois, j'ai pas de tronçonneuse, hein. Donc je fais mon bois à la main. Je me chauffe et je cuisine au bois. Bon, j'ai un petit appoint de gaz. J'arrive, ça m'énerve. Mais voilà, la vie quotidienne demande beaucoup de travail. Mais c'est du travail qui a du sens. Voilà. Faire son eau, ça a du sens. Ça a du sens et je suis heureuse de faire ça. Voilà. Parce que quand je payais mes factures d'eau et d'électricité sans regarder, sans savoir, et puis aussi sachant que ça allait au nucléaire et sachant que ça allait pour des actionnaires qui en ont rien à foutre de la planète, je me sens pas bien. Je peux pas dire que je me sens bien. Je me sens en porte-à-faux avec mes idées. Je me sens pas cohérente. Là, je suis cohérente avec ce que je pense, avec ce que j'ai envie de vivre. Oui, j'aime bien manger seule. Ouais. C'est vrai que j'aime bien manger seule parce que j'ai envie d'écouter les aliments comme j'écoute chaque plante. Et j'ai besoin de me concentrer sur ce que je fais. J'arrive de moins en moins à faire plusieurs choses en même temps. Voilà. Et c'est pareil pour dormir seul ou pas. Donc là, moi, je trouve que dormir avec quelqu'un, pour moi, ce n'est absolument plus possible, quoi. Voilà. Il y a des échanges, je sais pas, des fleuves qui sont pas compatibles avec, je sais pas si on peut appeler ça la spiritualité ou l'intériorité. Et donc, il faudrait une très très grande complicité pour que ça soit possible. Donc là, moi, faire l'amour comme ça avec la première personne qu'on rencontre, c'est quelque chose qui est totalement impensable. Bon, je l'ai fait, hein, je dis pas que je l'ai pas fait dans ma vie, mais pour moi c'est triste, c'est une misère, c'est la misère sexuelle, c'est ça, quoi. C'est pas prendre le temps de construire
une complicité avec la personne et une grande intimité, une grande rencontre sur des plans beaucoup plus profonds. Si on pratique la sexualité, on pratique ça uniquement, c'est pas un passe-temps parce qu'un soir on va pas bien, qu'on a besoin d'affection. C'est un engagement, c'est un moment de grand art de vivre et c'est un moment de grande profondeur, de rencontre des énergies. Donc mélanger ça avec la vie quotidienne, moi je trouve que c'est difficile. Encore des moments. Voilà, alors c'est par rapport à moi, comment maintenant je me situe dans mon cheminement, hein, mais je dis pas que tout le monde doit être comme ça. Voilà. Ce que j'ai fait de mon soin, il est là. Donc on va reprendre. L'eau que je mets là-dedans, c'est donc de l'eau de pluie. J'ai fabriqué un sac, dedans j'ai mis un filtre en céramique à l'intérieur duquel il y a du charbon actif. Ça passe par là et ça tombe dans ma bouteille. Et c'est de l'eau très pure, de l'eau de pluie filtrée. Donc là je vais aller en chercher dans ma cuve. Donc on fait attention quand on puise l'eau, le matériel avec lequel on la puise. Voilà. Non, je crois qu'effectivement ça embête les gens que je sois seule et que je sois contente d'être seule. Ils comprennent pas trop quoi. Parce que la solitude fait peur. Ça fait peur, donc moi j'ai pas peur et au contraire je la recherche. C'est intéressant pour d'autres parce que ça ouvre des portes. Alors l'égoïsme, je sais pas. Moi c'est quand j'accepte les médias, pour moi, là, c'est le contraire même de l'égoïsme. Parce que je vous assure que c'est pas une envie, quoi. C'est pas un plaisir pour moi. Donc, du coup, c'est plutôt dans l'espoir de partager une ouverture et de partager une expérience pour des gens qui se sentent avec leur solitude, leur propre solitude, et qui a le moyen de transformer ça en richesse, en fait. Donc il a fallu tout ce temps-là pour en arriver là. Et je me dis que peut-être c'est le fruit des épreuves aussi quand même. Le fruit de la vie qui a été très difficile et qui forge un caractère, une forme d'engagement dans la vie et une forme de vie rude mais accomplie en fait. Donc aujourd'hui, ce que je peux vraiment dire que je sais ce que c'est que de se sentir réalisé à l'intérieur de soi et puis d'être heureux en fait, tout simplement. Et ça n'a rien à voir avec des acquisitions matérielles, vraiment rien. Parce que une petite yourte, je l'ai fait de moi avec 3 fois rien et que je ne suis pas riche matériellement, voilà. Et bien au contraire, j'ai l'impression que plus je me suis débarrassée de tout ce qui est superfétatoire, plus j'ai accédé à ce bonheur en fait, à cette capacité de remercier. Voilà. Parce que si on n'est jamais content de ce qu'on vit, qu'on passe son temps dans la plainte, dans la demande et dans le désir aussi, dans un désir perpétuel sans limite, où se trouve le contentement? Donc le contentement, moi je peux dire que je l'ai gratuitement tous les jours, quoi. Dans ce que je vis. Et donc du coup, j'ai transformé ma pauvreté en richesse. Et c'est peut-être ça que j'ai envie de transmettre. C'est peut-être de dire, on n'a pas besoin d'être plein aux as ou de réunir tout ce qui fait une identité réussie dans le social actuellement.
Vraiment, avec peu de choses, on peut être heureux, avec très peu de choses. Et ça, c'est quelque chose qui est une vérité, à mon avis, fondamentale chez l'être humain, mais qui a été profondément détournée, malheureusement, profondément détournée. Et que chacun peut retrouver s'il a envie de s'écouter, s'il a envie de faire ce cheminement vers le vrai bonheur, en fait. À un moment donné, je suis tellement dans la présence avec ce qui m'entoure et tellement profondément dans le silence à l'intérieur qu'il y a une écoute et un élargissement de la perception en fait. Et à ce moment-là, il y a une sorte de pétillement de joie qui est en train de se réveiller à l'intérieur. Et moi j'appelle ça le ravissement. Et cet état-là, c'est tellement puissant et c'est tellement en chemin, je veux dire, ça, j'ai l'impression que c'est jamais fini, que j'ai qu'une envie, c'est de poursuivre ce recueillement, parce que j'ai l'impression qu'on peut encore découvrir des paysages extraordinaires derrière. Donc, je ne sais pas jusqu'où ça peut aller. Voilà. Un état de fusion, en fait. D'amour, donc. D'amour, vraiment d'amour.